de Nurita Vive? Oui. Vous avez pris vos tickets? Oui, on a nos tickets. Oui, prenez le programme. Voilà, oui. Vous avez 2 films ce soir et vous aurez un débat après avec les spécialistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir. Bienvenue à vous tous pour cette séance de la rétrospective Nurita Vive. Donc, nous entamons notre 2e semaine, puisque voilà, nous avons commencé vendredi dernier, sur la thématique de la filiation, et nous commençons cette 2e semaine sur la thématique de la langue, des langues. Donc, ce soir, 2 films de Nurita Vive, Vatersland et D'une langue à l'autre. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Anne Weber, qui est à la fois écrivaine et traductrice, qui a écrit un livre, publié cette année un livre qui s'appelle Vaterland, il ne faut pas se tromper, entre Vatersland et Vaterland. Donc voilà, toute la question des langues va être discutée ce soir. Donc, après les 2 films, Anne Weber sera là pour nous donner son éclairage sur ces 2 films et discutera avec Nurita Vive, qui sera donc là tout à l'heure après les 2 films. Voilà, donc bon film et à tout à l'heure. Heute oft, dass der Schock der deutschen Juden 1933 sich damit erklärt, dass Hitler die Macht ergriff. Das war natürlich sehr schlimm. Es war politisch, es war nicht persönlich. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitteschön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens 4 Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, völlig evident. Bonsoir, je voudrais d'abord remercier Nurita de m'avoir fait l'honneur de parler de ces 2 films et de parler avec elle aussi de ces 2 films qu'on vient de voir, et de la remercier surtout de ces 2 films eux-mêmes qui sont très beaux. Et il me semble qu'il y a plusieurs choses qui les relient, ces 2 films. Outre, il y a une chose que j'ai vue là pour la première fois, alors que je les ai vus là pour la 3e ou 4e fois, je n'avais pas vu avant, c'est qu'il y a dans Vatersland toujours les travelling vont de gauche à droite, et dans notre film on va toujours de droite à gauche. Mais bon, j'imagine que tu ne m'as pas invité moi, allemande, pour parler des mouvements de caméra spécialement ce soir, mais Si, aussi, si tu veux. Non, mais il y a d'autres points de rencontre entre ces 2 films, et en particulier, il me semble que ces films établissent un lien entre quelque chose, un phénomène collectif, disons l'histoire, et quelque chose qui est vécu dans l'intimité la plus profonde de ces gens qu'on voit et qui parlent, les répercussions, qui sont les répercussions de l'histoire sur leur vécu intime. Et en lien avec ça, il y a autre chose qu'on retrouve dans ces 2 films, et qui est le phénomène ou la notion d'amnésie. Et dans Vatersland, il faut peut-être que je fasse une parenthèse sur le titre avant d'aller plus loin. Vatersland, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un mot, c'est une variante, une variation, si on veut, d'un mot allemand qui est Vaterland, en un seul mot, et en le modifiant légèrement, ce mot, en séparant ces 2 composantes, et en ajoutant un S à Vater, Nurita a créé un syntagme qui signifie autre chose que le terme d'origine, qui signifiait patrie, et tel qu'elle l'écrit elle, Vatersland, ça veut dire le pays du père, ou le pays de mon père. Le pays du père, disons. On ne sait pas quel père, hein. On s'en doute un peu. Mais, pas sûr, moi. Et donc, cette légère
distorsion, ce léger décalage par rapport au mot allemand Vaterland suffit à marquer une rupture et à dire c'est le pays de son père et de son grand-père qui sont nés, mais ce n'est pas son pays à elle, son Vaterland, sa patrie à elle, qui est née à Tel Aviv. Et pour prolonger un petit peu cette parenthèse, le terme de Vaterland est un mot qui a plus ou moins disparu de la langue allemande, enfin du vocabulaire, en tout cas, disons, dans mon entourage, personne n'utilise plus ce mot, sinon peut-être ironiquement à la rigueur, mais c'est un terme qui est utilisé pratiquement plus que pour, je ne sais pas, parler des néo-nazis peut-être, ou des gens d'extrême droite, sinon les gens ne parlent pas de leur Vaterland dans la langue, il me semble. Et si j'ai moi-même utilisé ce mot comme titre d'un livre, c'est sur la couverture, c'est pour l'édition française d'un livre allemand qui s'appelle Tout à fait autrement en allemand. Et donc c'était une autre façon de marquer une rupture ou de prendre de la distance par rapport à ce terme, et une distance qui a paru nécessaire à Norit et qui m'a paru nécessaire à moi aussi, pour d'autres raisons, parce que bien que je sois née en Allemagne, je ne peux plus non plus ressentir ce pays comme ma patrie, mon Vaterland. Mais Vaterland, c'est donc un livre qui parle entre autres de vide et de perte. Mais il y a plusieurs, en fait, il n'y a pas qu'un vide dans ce film, il y a plusieurs vides qui sont de nature différente, me semble-t-il. Il y a un premier vide qui est celui qui est évoqué par Hannah Arendt au début du film. Il y a le vide qui s'est créé autour d'elle et autour de sa famille quand leurs amis allemands non-juifs les ont abandonnés. Il y a ce vide-là. Mais il y a aussi le vide dont parle un autre personnage du film, qui est celui ressenti par les Allemands nés après-guerre, qui sont donc des gens qui apparaissent dans le film, et dont les pères avaient disparu, soit ils étaient morts, soit portés disparus, soit en tout cas absents symboliquement. Donc il y a ce deuxième vide-là, puis un troisième vide surtout, qui est le vide physique, l'absence des Juifs, et ce vide-là en engendre un autre qui est le vide dans la vie de l'art et de l'esprit en Allemagne. Il y a un personnage qui dit que la physique n'existait plus à Göttingen. Et il y a plein d'autres choses qui n'existaient plus. Et en fait, ce troisième vide, j'ai l'impression qu'il en engendre encore un autre. C'est comme une cascade un peu de vide, qui est le vide dans la parole, qui est le silence. Et ce silence, il a lieu entre les générations, entre autres. Et c'est quelque chose qui me concerne, dont je me sens concernée, moi, particulièrement, parce que je me demande ce qu'il est devenu, ce vide-là, et comment il a évolué. Et la génération d'après-guerre, celle qui apparaît dans le film, ce qui est la première génération qui n'a pas de responsabilité elle-même dans ce qui s'est passé, elle a souvent prolongé ce silence, et même les gens qui ont souffert de l'histoire de leur pays, qui ont porté ce poids, ce qui est le cas des gens qui parlent dans le film, même ceux-là ont souvent, je crois, prolongé ce silence à l'intérieur de leur famille. Et j'ai été frappée par le fait qu'aucun des intervenants du film n'évoque ses propres parents. Bon, c'était peut-être pas une question qu'on leur a posée spécialement, mais
il aurait été possible qu'il l'évoque. Mais aucun d'eux, il parle de façon très générale de ce que l'Allemagne a perdu, de la perte intellectuelle, artistique. Il parle de la souillure de la langue, mais aucun ne dit, mes parents avaient des amis juifs, on les a perdus. Peut-être tout simplement parce que leur famille n'avait pas d'amis juifs, c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire, c'est que pour des Allemands qui sont de cette génération-là, d'après-guerre, et même pour ceux qui étaient enfants pendant le nazisme, ce vide-là, cette perte-là, elle pouvait avoir quelque chose de très abstrait. Et je le dis en pensant à ma mère, à qui j'ai posé la question récemment. Elle est née en 1933 en Allemagne, près de Francfort, et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais rencontré de juif de sa vie. Et bon, mais il y avait les autres, il y avait ceux, les Allemands dont parle Hannah Arendt, qui ont abandonné leurs amis juifs. Ceux-là se sont bien gardés après la guerre de s'en vanter, mais c'était le cas de ma famille paternelle où il y avait beaucoup d'amis juifs et qui ne se sont pas émus, disons, ils s'en sont écartés, ou ne se sont pas émus de les voir partir, disparaître, émigrer. Et je le dis parce qu'il me semble qu'on a tendance à s'indigner de ce silence qui a été pesant dans les années 50, 60 en Allemagne. Mais ce silence des gens qui faisaient comme si de rien, comme s'il n'y avait pas eu de vide, comme s'il n'y avait pas de vide, comme si rien ne s'était passé. J'ai l'impression à la fois de m'en indigner et de le comprendre. C'est bizarre. Je comprends qu'on ait ni la force ni les mots pour l'affronter. Et je me suis moi-même confrontée assez tardivement à la question. Donc je ne parle pas uniquement pour m'indigner, mais alors il y a d'autres films d'une langue à l'autre où l'idée d'amnésie revient aussi sous forme de perte ou de rejet de la mémoire au profit de quelque chose de nouveau qui se construit. C'est le cas pour évoquer les débuts d'Israël, mais dans ce film, de façon plus générale, l'amnésie est associée à l'émigration. La deuxième génération commence à un point d'amnésie, dit Aviva Bedaya, la chercheuse et poète vers la fin du film. Et chez Meir Wieseltier, le poète qui apparaît au début, lui il parle même d'assassinat. Il dit qu'il a dû assassiner la langue maternelle, le russe, et qui faisait obstacle à l'apprentissage de l'hébreu. Et à travers à l'écriture, oui. Et à travers ce verbe d'assassiner, les langues, les différentes langues dans ce film sont apparues comme des personnes vivantes, comme des gens qui vous accompagnent tout au long de votre vie, entre lesquels on n'est pas noté. Il y en a qu'on quitte ou qu'on rejette parce qu'elles vous ont trahi ou parce qu'elles vous ont blessé. Et puis il y a celles qu'on retrouve après longtemps, qu'on déterre, si on veut. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est le fait qu'il y a toujours une hiérarchie apparemment entre les langues. C'est qu'on est toujours placé dans un environnement,
dans un entourage où il y a toujours des langues qui valent mieux que d'autres. Et le fait de se situer entre ces langues, dans beaucoup de cas, c'est être tourmenté, c'est être écartelé entre deux langues dont le statut n'est pas le même. Et je trouve qu'il y a un tel décalage entre le bilinguisme, le multilinguisme tel qu'on le vit et qu'on nous le présente aujourd'hui en France ou en Europe, dans certains milieux en tout cas, comme une chance ou un privilège pour les élèves qui grandissent dans plusieurs langues. Et là, dans le film, chez toutes les personnes qui apparaissent, c'est un tourment, c'est quelque chose de douloureux, d'extrêmement douloureux. Et il y a plusieurs d'entre elles qui sont comme tiraillées, déchirées entre une langue maternelle qui serait comme une mère qu'on aime tendrement, mais dont on a honte, et un père qui est une sorte d'autorité qui impose sa loi, mais qui vous offre une protection en même temps. Et les langues qui sont méprisées ou qui sont mal considérées dans ce film, c'est à la fois les langues d'Europe de l'Est, mais c'est aussi l'arabe. Et là, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonnée, qui m'a même sidérée, c'est que dans les années 40-50 en Israël, apparemment, je l'ai appris dans ce film, le yiddish était la langue la plus grande honte s'attachait au yiddish, et puis le roumain, au hongrois, alors que l'allemand gardait malgré tout son prestige. L'allemand, c'était malgré tout la langue de la culture. Et en tout cas, c'est dans le témoignage, d'un témoignage, celui d'Ali Michok, et qui nous fait comprendre que cette hiérarchie entre les langues, apparemment, semble avoir cette hiérarchie telle qu'elle prévalait sous le nazisme, ce mépris des langues et des cultures slaves et juives, apparemment semble avoir persisté chez des gens qui pourtant avaient dû fuir l'Allemagne et qui avaient eux-mêmes été victimes de cette idéologie-là. Et bon, pour moi, c'est tout à fait étonnant. Mais il y a une autre chose qui revient à plusieurs reprises dans ce film, c'est le fait qu'au cours d'une vie, cette honte qui s'attache à la langue d'origine peut disparaître et on peut y revenir, et dans certains cas, cette honte peut se transformer en fierté. Et c'est le cas de ce musicien d'origine marocaine, Khalim Ouliel, c'est ça, mais aussi d'Aaron Appelfeld, dont le témoignage est pour moi un des plus beaux et un des plus bouleversants du film, à la fois en raison de ce qu'il dit, sa façon de parler de l'acquisition de l'hébreu en arrivant, cette langue qui était pour lui comme surgie de la mer, des sables. Il en parle magnifiquement. Et quand il évoque le yiddish, la langue de ses grands-parents, au travers de laquelle il a vu la mort, et il dit tout ça en hébreu, dans une langue qu'il décrit comme une langue dure. Il dit que parler cette langue, c'est comme se remplir la bouche de gravier, c'est ça. Comme l'apprentissage de cette langue, c'était comme creuser dans une montagne, et que pour lui, arrivant d'Europe, c'était comme cette langue sonnait comme si on donnait des ordres. Et là aussi, ça m'a étonné parce que il me semblait que c'était de l'allemand qu'on disait ça habituellement. Mais ce qui me bouleverse surtout dans son témoignage, c'est sa voix.
Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu une voix d'une telle douceur. C'est qu'il il dit des choses terribles dans une langue qu'il dit dure, mais il le dit en parlant d'une voix très basse et surtout avec une voix d'une douceur infinie. Et je me suis dit en écoutant que j'aurais bien voulu entendre l'allemand qui était la langue maternelle de cet homme-là, son allemand à lui. Un homme qui perd sa langue est infirme pour la vie, dit-il à un moment. Et c'est son cas avec l'allemand qui est devenu, du moins aussi, la langue de ceux qui tuent. Mais il m'est apparu en l'écoutant son témoignage, que non seulement Aaron Appelfeld et tant d'autres n'avaient pas perdu leur langue maternelle dans les années 30-40 du siècle dernier, mais que la langue allemande avait irrémédiablement perdu quelque chose à son tour. Et ce quelque chose, je ne saurais trop le qualifier, mais grâce à Nurit et grâce à ce film, cette perte dans la langue allemande restera pour moi dorénavant incarnée par la douceur de la voix d'Aaron Appelfeld. Presque fini. Il y a un autre témoignage qui m'a beaucoup impressionné dans d'une langue à l'autre, c'est celui de la chercheuse et poète Aviva Pelaïa, qui parle vers la fin, non seulement parce qu'elle dit vraiment des choses passionnantes de sa relation à l'arabe et à l'hébreu, mais aussi quand elle évoque la coexistence de plusieurs langues à l'intérieur d'une même langue, l'hébreu. Il y a plusieurs langues qui se cachent dans une langue, dans une même langue. Elle parle de l'hébreu de la mystique juive qu'elle a apprise par son grand-père. Mais pour illustrer la coexistence de deux langues à l'intérieur d'une même langue, elle évoque l'exemple du terme hébreu pour purification, je ne sais plus lequel c'est, mais qui correspond à un rite religieux, dont le sens est alors intégrité, et puis elle évoque l'autre sens militaire de ce terme, qui est utilisé dans le sens de purification du territoire. Donc deux significations diamétralement opposées du même terme. Et ça m'a fait penser à un terme allemand. Ça m'a fait penser aux différentes acceptations du terme Deutschtum ou germanitude en allemand, qui était utilisé par quelqu'un comme Walter Benjamin pour signifier, je crois, quelque chose comme la nature profonde spirituelle de l'allemand, de l'être allemand. Et je crois qu'il y a quelque chose de ce qu'il a voulu dire, ce à quoi il a pu penser en parlant de Deutschtum, de germanitude, apparaît dans son anthologie de lettres publiée en 1936 sous le titre allemand, enfin traduit en français sous le titre allemand, traduit par Jean-Arthur Gaucher. Donc il y a quelque chose d'une sorte d'humanisme allemand que recouvrait ce terme pour lui. Et en même temps, à la même époque, et même déjà avant, ce terme de Deutschtum, germanitude, signifiait dans d'autres bouches la prédominance germanique dans les territoires de l'Est de la Prusse. Il y a une analogie, mais dont je ne suis pas sûre si elle est légitime dans ma bouche allemande. Je voulais livrer quand même. Mais pour finir, avant de poser quelques questions, je voulais... Il y a deux témoignages
chacun des deux films, qui pour moi se font écho. Et c'est le témoignage de Jutta Prasse dans Vatersland. C'est elle qui parle de boursouflure, de cicatrices, de plaies mal cicatrisées dans la langue allemande. Elle dit qu'elle s'efforce toujours de bien faire la différence entre langue maternelle et pays paternel, mais que c'est impossible, qu'elle n'y arrive pas. Que pour elle, donc, la langue allemande n'est pas une patrie, ou alors une patrie dévastée. Je sais ce que j'ai entendu, elle ne le dit pas dans ces termes. Et d'une langue à l'autre, il y a Aggie Michel qui dit que l'hébreu a certes quelque chose de dur, d'agressif même, elle dit, d'archaïque, mais c'est quand même une patrie, dit-elle en souriant, avec un très beau sourire, et peut-être un sourire un peu douloureux. Et donc pour elle, langue et pays confondus lui ont tendu les bras, et c'est quelque chose d'indissociable. Et c'est une patrie, bien qu'elle ne soit pas née dans ce pays, alors que Jutta Prasse est née dans un pays qui n'est pas son vaterland.